L'échiquier international, soyez les bienvenus, a-t-elle parlé trop vite? Peut-être sous l'impulsion de quelques entités externes ayant frayeur de perdre pied et richesse dans le pays. Le Niger, en l'occurrence, après le coup de force du 26 juillet dernier contre le président Mohamed Bazoum. En effet, une surenchère rhétorique musclée, précipitée, signée la CEDEAO, une surenchère de l'option militaire pour aller délivrer le président déchu. La CEDEAO a-t-elle parlé trop vite, puisque entre l'appel d'un déploiement de forces militaires et le règlement intérieur de la dite commission, il y a béance, étant donné que les textes de la CEDEAO font état de ce type de mesures après avoir épuisé les tentatives de médiation, les rencontres diplomatiques, les émissaires dépêchés sur place pour ouvrir un éventuel dialogue avec les concernés et autres menaces. Le scénario militaire adviendrait en dernier recours selon l'article 6 de la Commission économique ouest-africaine. De plus, à l'heure de l'ivresse militaire ayant caractérisé cette zone sahélienne déjà bien en crise, 4 coups d'État en 2 ans, est-il bon de rappeler que l'emploi de la force contre un pays souverain ne peut s'opérer que seulement sous l'égide de l'ONU et du Conseil de sécurité? La CEDEAO a-t-elle fait l'impasse sur ses propres textes et les résolutions de l'ONU? Tout porte à le croire, au tout début, on serait revenu à des sentiments plus médians à présent, même si le déploiement d'une force militaire n'est pas totalement exclu. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui assure la présidence tournante de l'organisation, dit espérer parvenir à une résolution pacifique, un recours à la force n'étant envisagé qu'en dernier ressort. Ce qui est certain est que le dossier nigérien, quels que soient ses aboutissants, laissera des traces profondes sur l'unité africaine dans la région, qui seule serait la garante des problèmes qui saccadent cette sous-région. On en parle dans quelques secondes. La crise au Niger, la CEDEAO se serait-elle mise dans une impasse diplomatique en évoquant rapidement une intervention militaire? On en parle ce soir avec l'historien spécialiste de l'Afrique et des mouvements panafricanistes, auteur aussi, Hamzat Boukari Yabari. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Merci de m'inviter. C'est un plaisir, mais avant de lancer les discussions, je vous propose de regarder ce sujet concernant l'ambiance qui prévaut à Niamey. 3 semaines après le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, les manifestations continuent au Niger. Les Nigériens occupent toujours les rues. Ils étaient de milliers à scander des slogans hostiles à la France devant sa base militaire implantée à Niamey. Les manifestants rejettent toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays et estiment que l'Élysée influence la CEDEAO après avoir validé l'option militaire pour mettre fin au coup d'État. Les Nigériens voient cette décision comme un acte de guerre, une agression militaire contre le pays. Cette intervention, il faut l'appeler par son nom, c'est une agression contre notre peuple. Aucun texte de la CEDEAO n'autorise des chefs d'État à décider d'envoyer des troupes dans un pays membre pour quelque raison que ce soit. C'est une agression et nous demandons aux autorités légitimes qui sont les membres du CNSP de considérer ça comme un acte de guerre, une agression et de répondre par la force. Les dirigeants est-africains n'ont pas révélé les modalités de leur action militaire. Les Nigériens déterminés à contrer la pression de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pris l'engagement de nous mobiliser, d'apporter notre pierre dans la stratégie nationale de défense. Nous allons continuer à maintenir cette pression, à maintenir la présence autour des points névralgiques de la ville de Niamey. Parce que le centre du pouvoir, là où se trouve celui qu'ils veulent rétablir, c'est Niamey, et nous allons nous constituer en bouclier humain avant d'atteindre les forces de défense et de sécurité. La CEDEAO doit comprendre ce que la population ou les populations des différents pays membres attendent d'elle. Ce qu'on attend de la CEDEAO, c'est d'attaquer les causes des coups d'État. Il semble que les pays d'Afrique de l'Ouest ne sont pas tous contre un nouveau pouvoir nigérien. Le Mali et le Burkina Faso voisins ont affiché leur entière solidarité avec Niamey.
Hamzat Boukari Yabari, quand on voit ces images et on entend ces témoignages, il y a sans doute une gestion de la foule pour appuyer la popularité de ce coup de force. C'est une possibilité, admettons, mais on a observé le même type de rassemblement dans tout le pays dès le début et en si peu de temps. Ne voit-on pas malgré tout une volonté du changement politique pour dire qu'on est contre les mesures de la CEDEAO au niveau de la rue de Niamey? Alors, oui, absolument. On est dans une mobilisation populaire qui existait déjà auparavant, qui a trouvé dans ce coup d'État une manifestation, une visibilité beaucoup plus importante. Le président Bazoum était un président fragile et contesté en interne, même si du point de vue de l'extérieur, il était vu comme un allié stable et fidèle de la France dans la lutte contre le terrorisme. Et donc aujourd'hui, on a vu le peuple se mobiliser régulièrement en faveur du CNSP, se retrouver dans des manifestations, dans des stades à plus de 30 000 personnes. Donc il y a un soutien populaire au nouveau régime qui est en place. Et c'est un élément dont la CEDEAO et les autres pays devront prendre compte par rapport à la résolution de cette crise. Donc on n'est pas dans un coup d'État qui est contesté par le peuple, mais qui semble plutôt soutenu par le peuple. Et là aussi, les forces sociales et populaires dont disposait Mohamed Bazoum sont assez réduites. Donc de manière assez visible aujourd'hui, l'opinion publique nigérienne et je dirais même en partie ouest-africaine est derrière le CNSP, en tout cas derrière le renversement du pouvoir légal de Mohamed Bazoum. Ce qui a peut-être provoqué aussi le soutien aux militaires, n'est-ce pas aussi cette ingérence trop rapide qui est venue avec le président français ou la CEDEAO, qui venait dès les premières heures du putsch dire qu'il soutenait Mohamed Bazoum? Alors oui, on est assez surpris par la rapidité, la facilité de ce putsch. C'est chef de la garde présidentielle qui a pris le pouvoir, qui a pris en otage Mohamed Bazoum dans la résidence présidentielle. Et donc ce sont des hommes très largement connus des services français, qui n'ont rien vu venir. Et Emmanuel Macron a immédiatement organisé un conseil de défense dès qu'il est rentré à l'Élysée. Et donc il s'est empressé effectivement de condamner le coup d'État au Niger, de suspendre l'aide publique au développement. Donc on a de la part de la France un empressement à montrer, je dirais, une forme d'ingérence dans ce qui est une affaire interne au Niger. Mais en même temps, la France a beaucoup d'intérêt au Niger. Il y a notamment également 1500 militaires présents. Donc ça, c'est le premier élément. Et du côté de la CEDEAO, il y avait déjà l'idée que le prochain putsch serait le coup d'État de trop et qu'il fallait cesser l'effet domino des coups d'État. C'est ce qui donc le président nigérian qui vient d'être élu, Bola Tinubu, qui accède en même temps à la présidence de la CEDEAO, a voulu montrer sa force et le fait que le Nigeria étant à la tête de la CEDEAO, eh bien la CEDEAO ne tolérerait plus aucun coup d'État. Donc il y a une réponse très rapide et très forte et de la France et du Nigeria dans un jeu, je dirais, de circonstances et de leadership qui a convergé et qui a montré la convergence des intérêts entre la France et la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il y a aussi au sein de la CEDEAO des positions, je dirais, très largement divergentes et des luttes d'hégémonie et de leadership autour de cette crise. Mais l'option militaire, à l'heure actuelle, n'est pas totalement écartée, mais on a du mal à visualiser la chose. C'est-à-dire qu'on verrait un contingent régional aller délivrer Mohamed Bazoum des mains des putschistes face à toute l'armée nigérienne et une partie importante de la population. À noter que le palais présidentiel, où est détenu l'ancien président, est situé dans une place forte entourée de casernes. Ce n'est pas un peu incongru comme scénario de la part de la CEDEAO ? Alors, les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis pendant 3 jours pour préparer un plan d'intervention. Donc, ça veut dire que concrètement et techniquement parlant, il y a des plans qui ont été pensés. Alors, est-ce qu'il s'agit pour le moment juste de mettre en place la force qui interviendra, qui nécessitera beaucoup de logistique, parce qu'il s'agit de réunir plusieurs armées différentes, de les coordonner, et surtout d'intervenir dans un pays qui est, je dirais, un pays... Enclavé, exactement, en milieu urbain, comme vous l'avez signalé, puisqu'on est dans une zone qui est densément peuplée, où la population fera corps autour, justement, donc, du nouveau régime.
Et Mohamed Bazoum n'est pas dans une situation comme celle de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire qu'il est détenu par des gens qui l'ont renversé. Il n'est pas un président qui se maintiendrait au pouvoir et qu'il faudrait déloger. Donc là aussi, le CNSP a clairement indiqué qu'en cas d'intervention militaire, la vie de Mohamed Bazoum pourrait être directement menacée. Donc on a du mal effectivement à voir comment concrètement cette opération serait menée et dans quelle mesure Mohamed Bazoum, une fois libéré, pourrait être réinstallé à la tête du Niger sans être entouré par une nouvelle armée d'occupation. Parce qu'on imagine mal Mohamed Bazoum libéré par des forces armées étrangères et continuer à diriger le Niger entouré donc de son armée nigériane et des soldats français. Parlons donc, il y a quelque chose qui semble assez peu réaliste dans le projet d'intervention et de réinstallation de Mohamed Bazoum. On a du mal à saisir comment la CEDEAO, qui comprend un nombre non des moindres de diplomates, de juristes, des spécialistes des relations internationales, peuvent manquer à ce point de diplomatie, étant donné que l'option militaire ne s'articulerait que sous l'égide de l'ONU. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une question sous-jacente de dire que peut-être que la CEDEAO aurait subi des pressions internationales ? Alors, la CEDEAO, à l'origine, c'est une organisation économique. Elle a pour vocation d'assurer le développement économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une organisation militaire sécuritaire. Mais elle a eu dans le passé quelques interventions, mais là, on voit bien que elle n'est pas du tout préparée à intervenir dans ce genre de cas. Pourtant, elle l'a fait en Gambie, elle l'a fait en Guinée-Bissau. Alors, elle a fait en Gambie et en Guinée-Bissau, mais dans un contexte où déjà, localement, elle pouvait bénéficier d'une légitimité et d'un véritable appui, d'une forme de légalité également, ce qui, dans le cas du Niger, est un peu différent. Dans le cas du Niger, il s'agit réellement d'une intervention militaire dans un pays souverain. C'est la première fois que ça arrive. Sans aucun appui des institutions internes ou des acteurs internes à ce pays-là. Le gouvernement déchu de Mohamed Bazoum réclame une intervention militaire, mais vous comprenez bien que c'est assez compliqué de suivre ce gouvernement-là dans le contexte actuel. Oui, l'armée nigériane, comme vous venez de le dire, a déjà intervenu par le passé en Gambie en 2017, lorsqu'à l'époque, le président Yahya Jammeh, battu aux élections présidentielles, refusait de quitter le pouvoir. Une autre intervention a eu lieu en Guinée-Bissau pour le maintien de la paix, mais c'est bien la première fois que la CEDEAO opte pour une intervention dans une situation de coup d'État. Donc peut-être qu'elle aurait aussi une sorte de revanche à prendre contre le Niger. La CEDEAO n'a pas été capable d'imposer un rapport de force après le coup d'État au Mali et au Burkina Faso. Oui, alors le Niger n'est pas, je dirais, le pays le plus fort de la CEDEAO. Donc ça peut paraître facile d'attaquer le Niger. Maintenant, il y a effectivement le soutien du Burkina Faso et du Mali qui ont bien indiqué qu'ils considéreraient une intervention au Niger comme une attaque contre leur propre pays. Et donc, on risque de voir une situation où l'objectif militaire ne sera pas atteint tant que Mohamed Bazoum n'aura pas été réinstallé à Niamey et tant que les régimes de Bamako et de Ouagadougou n'auront pas été renversés. Puisque si le Burkina Faso et le Mali sont solidaires du Niger, eh bien la logique d'une intervention au Niger entraîne automatiquement le même type d'intervention et de renversement du pouvoir à Ouagadougou et à Bamako. Donc là, on est dans une série d'engrenages qui doit amener à faire réfléchir, parce que je ne suis pas certain que la CEDEAO soit en mesure, même sur le plan militaire, de mener une guerre vis-à-vis de ces trois pays coalisés qui sont soutenus, encore une fois, par leur jeunesse et par l'opinion publique internationale. Mais s'il y a autant de bruit autour du coup d'État au Niger, quand on compare autrefois des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, ce ne serait pas que cette fois les États-Unis ont autant à perdre que la France. Les États-Unis, on le rappelle, ont une grosse base de drones à Agadez, alors qu'au Mali, au Burkina Faso, la France était pratiquement en huis clos. Alors oui, au niveau du Niger, c'est la première fois que nous avons un coup d'État qui s'inscrit clairement dans la dénonciation des intérêts français. Le Niger a déjà eu beaucoup de coups d'État dans le passé. Il y a déjà eu des tentatives de renégocier le prix de l'uranium, mais là, on est vraiment dans la continuité, l'effet domino du Burkina Faso et du Mali. Alors, ce n'est pas forcément l'intention prioritaire de ceux qui ont pris le pouvoir, mais en tout cas, la pression populaire va dans ce sens-là.
Donc les intérêts français sont directement menacés dans un pays qui paraissait un pays stable et allié. Maintenant, la présence américaine est évidemment importante, puisque les États-Unis ont leur plus importante base de drones au Niger, et ils sont tout de suite entrés dans la discussion via notamment Anthony Blinken pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Donc il y a une diplomatie américaine qui est présente, d'une part parce que les États-Unis ont des intérêts géostratégiques au Niger, et d'autre part parce que derrière le coup d'État du CNSP, c'est l'idée que la Russie pourrait s'implanter davantage au Niger et donc redéployer un peu cette situation de guerre froide qui n'a jamais totalement disparu du continent africain. Donc les États-Unis ont des intérêts. On parle également de la Chine qui, sur le plan économique, est venue briser notamment le monopole de l'uranium. La Chine, pour le moment, ne se prononce pas réellement politiquement parce qu'elle a d'autres enjeux, mais elle fait aussi partie de l'équation. Donc le Niger est beaucoup plus mondialisé que le Burkina Faso et le Mali en termes d'intérêt géostratégique. C'est un pays qui est à la frontière et de l'Algérie et du Nigeria, qui sont les deux grandes puissances en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Donc là aussi, on a, je dirais, une géopolitique beaucoup plus sensible, sans compter également la question donc du gazoduc, donc qui relie le Nigeria à l'Algérie et qui alimente également les marchés européens à ce niveau-là. Donc on est vraiment dans une mondialisation beaucoup plus importante dans le cadre du Niger que dans les cadres du Burkina Faso et du Mali, qui avaient déjà connu des expériences de rupture avec la France du temps de Thomas Sankara ou du temps de Modibo Keïta. Là, le Niger, c'est un fait inédit et ça touche à des intérêts, je dirais, beaucoup plus transversaux. Alors, Hamzat Boukari Yabara, vous avez écrit un livre sur le Nigeria. Nigeria, 215 millions d'habitants, qui est un poids lourd de la CEDEAO à cause d'une richesse de son sous-sol en pétrole. Des sénateurs sont contre l'option militaire, tout comme la Constitution, selon laquelle les forces militaires ne peuvent combattre à l'étranger sans l'aval du Sénat, sauf en cas de danger imminent. On en est loin visiblement. Et pourtant, le président Tinubu est vent debout dans cette affaire. Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'une part, le président Tinubu vient d'arriver au pouvoir et je pense qu'il veut faire preuve d'autorité, à la fois à la tête du Nigeria et à la tête de la CEDEAO. D'autre part, il est quand même perçu comme étant, on va dire, dans la poche des impérialistes de la France et des États-Unis. On l'a vu lors d'une visite à Paris très proche déjà d'Emmanuel Macron. Et troisièmement, je pense qu'il y a aussi de la part de Bola Tinubu une méconnaissance des enjeux géopolitiques et géostratégiques qui est très problématique, d'une part parce que l'armée du Nigeria est majoritairement constituée de Haoussa, que l'on retrouve aussi majoritairement dans l'armée du Niger, et d'autre part les membres du CNSP, les nouveaux dirigeants au niveau du Niger ont déjà pris attache avec des autorités traditionnelles très importantes et très influentes du Nigeria, qui se sont, je dirais, positionnés sur une approche beaucoup plus diplomatique de la résolution de la crise. Alors, le président du Nigeria a également coupé l'alimentation en électricité du Niger. Donc, c'est également un acte de rétorsion qui va avoir des conséquences. Donc, à mon sens, on est sur un dirigeant, un président qui veut imposer un style personnel, mais qui est effectivement limité par le modèle de démocratie nigérian, et c'est ça aussi un peu le paradoxe, qui est apparu en 1999 quand le Nigeria est sorti lui-même d'une série de putschs. Donc le Nigeria dispose d'anciens présidents, il dispose de diplomates officiels et de diplomates au niveau des autorités traditionnelles qui seraient sans doute beaucoup plus efficaces pour régler ce problème directement et bilatéralement avec le Niger, plutôt qu'en le faisant dans le cadre de la CEDEAO, où là nous voyons justement les tentatives d'escalade et les tentatives de doubler le président du Nigeria, que cela passe par la position du président togolais Faure Gnassingbé, qui est plutôt sur une ligne de négociation diplomatique, ou la position du président ivoirien Alassane Ouattara, qui est pour le moment le seul qui a clairement dit qu'il préparait donc un bataillon de 800 à un peu plus de 1000 soldats budgétisés pour intervenir pendant 3 mois au niveau donc du Niger.
Donc l'intervention est en train de se dessiner. Revenons justement sur l'exploitation de l'uranium. Depuis 60 ans, il y a au Niger, de la part de la France, de l'exploitation de cette énergie, de cette denrée dans le pays. Pourtant, le Niger, a toujours reconnu des problèmes récurrents de coupure d'électricité et est contraint de payer son énergie au Nigeria voisin, sans parler du bilan de la France contre le terrorisme qui est en deçà des objectifs. Est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui finalement à un bilan, ou plutôt à une audite de la présence française qui est enfin jugée? Alors effectivement, la France, qui est l'ancienne puissance coloniale, est restée après les indépendances de 1960 par rapport aux intérêts géostratégiques de l'uranium et donc du nucléaire. Elle voulait rester dans tout le Sahara et donc à l'époque couper également le sud de l'Algérie avec l'Organisation commune des régions sahariennes pour développer son indépendance énergétique, son indépendance militaire avec le nucléaire donc militaire et le nucléaire civil. Donc c'est le Niger qui a permis à la France d'acquérir son indépendance énergétique. Aujourd'hui, l'uranium du Niger sert à développer le nucléaire militaire français à 100%. À 100%. Plus une autre partie qui est effectivement exploitée par Areva, aujourd'hui Orano, qui est revendue au niveau de l'Union européenne avec un taux d'achat qui permet de générer des profits plus importants que vis-à-vis de l'uranium acheté au Kazakhstan. Donc très clairement, aujourd'hui, le Niger est pour la France une sorte de ressource naturelle du point de vue de l'uranium. Et le prix d'achat de cet uranium est inférieur au prix du marché. Il y a eu à plusieurs reprises des tentatives de renégociation du prix d'achat de l'uranium, puis ensuite une ouverture du marché sous l'effet de la mondialisation avec l'arrivée des Chinois. Mais depuis plus de 60 ans, jamais la vente de l'uranium du Niger à la France n'a permis de développer réellement une économie nationale et le bien-être des populations. Donc il y a un échec flagrant de la politique de développement par le biais de l'uranium et également de la politique d'aide au développement de la France vis-à-vis du Niger, qui n'a jamais permis à ce pays de sortir de sa dépendance aux recettes liées à l'uranium et de redévelopper notamment des activités vivrières ou pastorales et de régler notamment dans ce contexte-là les répercussions du partage des recettes économiques au niveau des différentes populations, notamment les populations touareg qui ont été présentes dans un certain nombre de rébellions. Donc l'uranium est en fait un levier que la France peut utiliser pour piller ou déstabiliser ou maintenir au pouvoir des élites au niveau du Niger. Et c'est en même temps un moyen de chantage pour les élites, pour se maintenir localement et pour continuer des mécanismes de prédation. Donc il y a effectivement, du point de vue de l'histoire, un échec puisque le Niger fait partie de ce qu'on appelle les 3 ou 4 pays les plus pauvres de la planète aujourd'hui, alors qu'il détient des richesses immenses, de l'uranium, mais également du pétrole, qui est en cours de préparation d'exploitation, et d'autres types de gisements dans son sous-sol. Dernière question rapidement, vous avez écrit, vous et un collectif, un livre sur la France-Afrique qui s'intitule « La France qui ne veut pas mourir ». Mais aujourd'hui, ce système a l'air, s'il ne veut pas mourir, il a l'air en tout cas sérieusement malmené, non ? Alors oui, effectivement, nous avons écrit avec Thomas Borel, Benoît Colomba, Thomas Deltombe, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique au Seuil, dans lequel on explique que la France-Afrique est un système qui se redéploie et se redéfinit en fonction des circonstances. Et donc ce n'est pas la première fois que la France a été chassée de certains pays, de certaines de ses anciennes colonies, et elle a su ensuite revenir par d'autres moyens, par d'autres portes. Et donc ça, c'est une manière de comprendre que la France-Afrique se recycle et que son maintien repose sur une collaboration d'une partie des élites africaines, mais surtout sur le fait que la France elle-même est incapable de se décoloniser, elle est incapable de mener un véritable travail de lutte contre le racisme, et elle est aussi incapable de changer son rapport de prédation
vis-à-vis des pays africains. Hamzat. Et donc la fin de la France-Afrique serait à travers notamment le départ des bases militaires françaises en Afrique, merci, la sortie du franc CFA et une véritable politique de respect des souverainetés africaines. Merci Hamzat Boukaria Bara, ce sera le mot de la fin pour l'échiquier international du jour. J'ai eu le plaisir d'accueillir vous qui êtes historien et auteur du panafricanisme. Merci d'avoir été des nôtres, merci pour votre rapport instructif. Quant à moi, je vous retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien.